Bienvenue dans la cour des aigles. Oui, ici, les oiseaux des basses-cours n'ont pas justement le refuge ni place. La cour des aigles, le rendez-vous des esprits libres et des analyses apprivoisées et aiguisées. En ce vendredi 19 décembre 2025, l'actualité internationale et nationale impose justement des débats de haute intensité. À ce numéro, ou dans ce numéro, il ne s'agit pas d'un débat contradictoire, forcément. Il s'agit plutôt d'un partage républicain avec deux aigles que vous allez découvrir. D'abord, à la une, Paul Kagame, sous pression, mais tient encore bon, malgré des mises en garde des États-Unis d'Amérique au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez suivi l'ambassadeur américain qui a été clair dans son discours. Le président rwandais joue la carte du défi. Il a défié Donald Trump, malgré l'appel du vice-président dit donc Vince. Les troupes rwandaises et leurs supplétifs traînent les pieds à Uvira et jouent à la manipulation. Autre sujet, médias congolais en temps de guerre. Entre devoir d'informer, patriotisme, influence géopolitique, oui, quelle ligne rouge pour la presse de la République démocratique du Congo à qui profitent les récits de guerre pour justement ce partage républicain avec rigueur et sans langue de bois. Deux invités. Je commence par le professeur Théodore Ngoy, qui est à ma droite. Théodore Ngoy Ilunga Wasenga, docteur en droit, professeur ordinaire des universités, ici en République démocratique du Congo, juriste. Il est avocat, c'est sa profession de prédilection, connue de longue date, conseil à la Cour pénale internationale et pasteur de l'église de la Gombe. Bienvenue, Théodore Ngoy. Je suis politologue de formation universitaire. Justement, vous pouvez pousser votre micro, voilà. Merci de nous faire honneur pour la première fois dans ce numéro. Et puis, Freddy Mulumba Kabwayi à ma gauche, vous êtes politologue, vous êtes journaliste, écrivain, chercheur. Freddy Mulumba, vous avez à votre actif déjà combien de livres? À peu près 5. Et voilà. Et vous êtes à la tête ou bien vous avez votre magazine personnel qui s'appelle Renaissance Congolaise. Non, c'est pas personnel. C'est un magazine. Ce sont des intellectuels consacrés à la cause congolaise. La Renaissance congolaise. Et voilà. Et certains de vos livres sont déjà dévorés par beaucoup de Congolais. Théodore Ilunga, plutôt Ngoy Ilunga Wasenga, a écrit un livre qui était très lu avant Sun City, même après, jusque maintenant, L'accord de Lusaka et la paix en RDC, une autre lecture. J'ai ce livre, vieux comme celui de Mabika Kalanda, par la couverture, la remise en question base de la décolonisation mentale. Je m'en souviens, un livre que j'ai toujours, mais je vais revisiter le vôtre. Vous me donnez la chance de compulser encore. Je vais vous envoyer un numérique. Merci. Merci beaucoup. On ouvre justement ce partage républicain rapidement. Alors, Théodore Ngoy, la toute première question, Kagame a-t-il encore des poids lourds américains et européens derrière lui parce qu'on sent qu'il joue avec tout le monde maintenant? Bon, Monsieur Kagame est le gardien des intérêts des nations qui ont créé par une fiction juridique l'État indépendant du Congo. Déjà dans l'acte général de Berlin, ces nations dont font partie les États-Unis ont décidé qu'il n'y aurait pas d'État souverain parce que le commerce était libre
les nations qui se sont réunies à Berlin avaient la liberté de navigation sur le bassin conventionnel du Congo. Ils avaient la liberté de commerce sans payer une taxe, sans rien payer. Et Léopold II était le gardien. Ils n'ont pas voulu que l'État soit sous la souveraineté d'un autre État, comme les autres colonies. C'était la colonie de tout le monde. C'était en fait le trading post, les postes des matières premières. Donc, c'est les lieux où on devait venir prendre les ressources comme on voulait. Alors, Léopold II, ayant commencé à construire la Belgique, en massacrant les Congolais, 8 millions de morts, d'après le rapport Roja-Kesmet, établi par la House of Commons, ces nations l'ont menacé de le poursuivre devant un tribunal international. Il a cédé ses possessions. C'est comme ça qu'il dit, je cède mes possessions à la Belgique. Alors, quand nous arrivons en 60, le président américain Eisenhower dit de Lumumba, is a mad dog. C'était un chien enragé. Parce que il disait que le Congo allait se développer, que les Congolais allaient montrer au monde, les Noirs, comment ils peuvent travailler et développer leur pays, alors que pour eux, ils s'attendaient à avoir un autre gardien de leurs intérêts. Donc c'est comme ça qu'ils ont préparé l'arrivée de Mobutu au pouvoir. Quand Mobutu tend à sa fin, Bill Clinton décide que les États-Unis doivent accéder à ces ressources au même titre que les autres nations occidentales. Alors c'est là que Kagame est préparé, avec, à l'ombre du génocide rwandais, à travers la mission internationale turquoise, l'opération turquoise, 2 millions, je crois, de Rwandais ont été amenés ici, dont 2 hommes armés, par la communauté internationale. Vous vous souvenez de Kengo Adondo qui voulait renvoyer ces hommes, les Hutus chez eux, tout le monde, mais Mobutu lui a dit non, parce que Mobutu était sous la pression, notamment des Mitrans. Alors, donc Kagame a été chargé de créer l'insécurité au Congo pour que les nations, dont les États-Unis, accèdent à travers l'insécurité par des entreprises de l'insécurité aux ressources essentielles de la RDC. Et donc Kagame, il fait la guerre, on vous dira, il wage du war par proxy. Donc c'est par procuration qu'il a fait la guerre avec l'Ougandais, Yoweri Museveni, et même le président burundais de l'époque. Ils ont agressé le Congo. La Cour de Lusaka a refusé de reconnaître l'agression, a dit que le Rwanda avait des raisons légitimes d'attaquer le Congo pour des raisons de sécurité. Et la Cour de Lusaka a envisagé un autre ordre politique sur le Congo. Oui, vous pouvez pousser votre micro là, parce que sinon vous n'allez pas être très suivi. Voilà, ok. Ici, comme ça? Oui, il est unidirectionnel. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, donc, la Cour de Lusaka a justifié l'agression du Congo et même le génocide qui a commencé, parce que Kagame n'a pas seulement attaqué, notamment à Tingi-Tingi, réfugiés rwandais, les a massacrés, mais il a commencé le nettoyage ethnique, à détruire les Congolais pour les remplacer par des Rwandais, afin de donner forme à la revendication des terres congolaises et à la balkanisation, dont parlait déjà Lumumba, et dont ont parlé les ressortissants du Rwanda-Urundi, qui avaient reçu la nationalité sous Bisengimana, qui était de cabinet Mobutu, et le comité central du MPR avait renoncé à cette nationalité collective, et ils ont écrit une lettre pour dire qu'il faut un processus d'autodétermination pour qu'il y ait un État à part, qu'on sépare le Kivu, donc pour le leur donner. Alors donc l'accord de Lusaka a repris l'esprit de l'acte général de Berlin. L'accord de Lusaka a donné naissance à l'acte global et inclusif et à la constitution de la transition. C'est l'article 10 d'ailleurs de la constitution, c'est
c'est la reprise expressis verbis de l'accord de Lusaka qui donne la nationalité collectivement à des personnes qui n'en avaient pas avant 1885. Alors donc, Kagame, c'est l'homme qui a été chargé de... J'ai vu une expression qui me vient à l'esprit, de foutre la merde. Excusez-moi de dire ça. Et Pierre Payan l'avait bien souligné, oui, le chercheur écrivain, les pays, oui. Journaliste français l'avait bien souligné. Le professeur Ntumbaluaba, dans un écrit, je crois, que j'ai lu, il a parlé des statocides, tuer l'État. Donc, lui, il a été chargé de tuer l'État pour que l'État congolais ne puisse jamais avoir le contrôle sur ces immenses ressources. Et le Rwanda exploite ces ressources avec les autres sociétés multinationales appartenant aux nations qui lui donnent les armes. Vous savez, le secrétaire général des Nations Unies a dit que les M23, n'est-ce pas, qui est une autre forme de RCD, CNDP, de Kundabatwari et puis M23, il a dit que ces M23 étaient plus armés et mieux armés que la MONUSCO. Et même l'armée congolaise. Et même l'armée congolaise, la MONUSCO chargée de protéger les civils, chargée de poursuivre les troupes armées. On lui a demandé, mais ces gens-là trouvent les armes où? Il s'est tué. Il a dit quelque part. Il dit quelque part dans la forêt, quelque part dans la nature. Donc il y a des nations qui ont armé le Rwanda, qui continuent à armer le Rwanda, et Paul Kagame à le défendre, à le protéger. Pour la première fois, j'ai vu la résolution 2773 que j'ai ici, qui a reconnu que le Rwanda était au service, n'est-ce pas, de cette agression du Congo. Donc, pour moi, Kagame, tant qu'il est encore au service, n'est-ce pas, au service du statocide du Congo, pour que le Congo soit exploité conformément à l'acte général de Berlin, il est toujours là. Voilà. Je vais revenir à vous. C'est pour cette raison que le professeur Théodore Ngoyi Senga a déclaré dans la presse que le combat ou cette guerre contre la RDC, ce n'est pas contre Félix Tshisekedi seul, mais c'est contre cette nation, c'est contre la patrie. Beaucoup de réactions dans les réseaux suite à votre déclaration, parce que c'est quand même un candidat président de la République à 2 reprises qui a parlé, et quand Théodore Ngoyi parle, c'est pas n'importe qui, c'est un homme qui n'a pas sa langue dans la poche. Alors, je reviens à vous. Vous permettez que je dise un mot tout de suite sur ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai écrit dans le livre, d'accord, de ça. C'est ce que j'ai dit à Sun City, au dialogue où j'étais délégué du gouvernement, envoyé par Joseph Kabila, qui m'avait suivi plusieurs fois à la télévision et qui avait trouvé que j'avais des choses essentielles à dire pour la paix au Congo. Alors, ce que j'ai dit est vrai pour Tshisekedi, était aussi vrai pour Laurent Désiré Kabila. Le Congo a été agressé en 1996, en réalité, n'est-ce pas? Au nom de la revendication des personnes originaires du Rwanda, dont nous savons comment ces personnes sont arrivées ici par la migration Banyarwanda, et par la décision des Nations Unies de les protéger, vous permettez. Alors, donc, Mobutu finissant, il faut les remplacer. On passe par cette idée selon laquelle il y aurait des citoyens originaires du Congo qui seraient menacés d'extermination, ce qui était faux. Et quand le peuple a réagi, le peuple qui s'opposait à Mobutu a réagi et a soutenu Mobutu pour mettre fin à cette guerre, on est allé sortir Laurent Désiré Kabila. Il était pour des paroles. Quand il arrive à Lubumbashi, il s'autoproclame président de la République. Il fait un coup. Entre-temps, on avait tué Kissa Sengandou. Parce que lui, déjà, il disait, ce Rwandais ici veut aller le dominer. Alors, quand on a assassiné Laurent Désiré Kabila, ben, la guerre du RCD, du MLC, RCD, KML et autres,
Les gens pensaient que c'était contre Laurent Désiré Kabila, mais c'était contre notre destin. C'était contre notre avenir. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens pensent que, bon, c'est seulement le pouvoir de Tshisekedi qui est en jeu, mais c'est notre destin. Moi, j'ai pris la liberté de dire à ceux-là qui vont de ce côté-là, dont certains ont essayé de m'associer à ça, je leur ai dit, moi, Théodore Ngoï, prendre des armes dans mon pays, je ne le ferai jamais. Et deuxièmement, m'associer à ceux qui n'ont d'autre objectif que d'occuper notre pays, de les morceler éventuellement, de les balkaniser, n'est-ce pas, pour nous dominer, pour mettre notre pays au service de l'exploitation étrangère. Moi, Théodore Ngoï, je ne le ferai pas, n'est-ce pas? Je sais que si aujourd'hui, mon frère, si aujourd'hui, ces gens-là arrivaient ici, c'est vrai, Tshisekedi perdait son pouvoir, mais nous aussi, nous perdrions. La vie. La vie et notre avenir. Sera un cimetière, une paix des cimetières. Théodore Ngoï, bravo pour ce sang du Congo qui a parlé et sans embâche. Je me tourne de votre côté, Freddy Moulumba. Vous avez suivi l'historique, un peu le rappel historique que le professeur Théodore Ngoï vient de faire. En passant, il faut rappeler que 20 000 Rwandais, Hutus, étaient rapatriés au Rwanda et leur sort n'est pas connu. On ne retrouve plus leurs traces. Kagame les a effacés de la terre. Et puis, lorsqu'on parlait de rapatriement, oui, en Tanzanie, les États-Unis avaient décidé de stopper le rapatriement des Hutus de l'autre côté. Et Pierre Péan l'a dit, ce petit génocide au Rwanda, c'était pour mettre la main sur les mains basses, la main basse sur les richesses du Congo. Tout à fait. Et ça, c'était le complot de Kansas avec la race, la race de Bill Clinton et consorts. Maintenant, dites-nous, vous pouvez répondre à la même question. Il est vrai que Kagame est en train de s'entêter. Alors, comment expliquez-vous l'attitude de défi de Kagame malgré les menaces diplomatiques des États-Unis au Conseil de sécurité, malgré la déclaration de Marco Rubio? Et finalement, qui est le plus puissant qui est derrière Kagame jusqu'à défier Donald Trump? Oui, merci beaucoup. Je suis très content d'être en face du professeur. On va faire un très bon débat. J'ai essayé de lire la déclaration de l'ambassadeur américain auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies du vendredi 12 décembre 2025. Il y a une phrase qui m'a tiqué. Il dit, depuis 2021, les Rwandais contrôlent le M23 et sa branche politique. Les forces armées rwandaises AFC, afin d'atteindre ses objectifs géopolitiques dans l'Est du Congo. Tout à fait. Donc, le Rwanda va atteindre ses objectifs géopolitiques. Donc, c'est couper le Congo en morceaux, occuper éternellement. Et j'ai lu aussi la déclaration de l'ambassadeur chinois aux Nations Unies. Ça m'a encore tiqué. La communauté internationale devrait mettre de côté ses calculs géopolitiques. Parvenir à un consensus en faveur de la paix et s'engager sincèrement en faveur de la paix, du développement et de la prospérité dans la région. Les mots géopolitiques, calculs géopolitiques interviennent. Où se trouve le problème? Ça, c'est mon analyse. Vous avez dans ce passe à l'Est, vous demandez qui est derrière, qui soutient Kagame. Vous avez l'Amérique de Trump, vous avez la Chine, vous avez le globaliste, les trois acteurs qui sont dedans. Trump, en signant les accords stratégiques avec le Congo, tout est très clair. Selon l'esprit de Berlin, de l'acte de Berlin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, l'accord qu'on vient de signer met fin à l'acte de Berlin. C'est fini. L'Amérique a presque tout récupéré en main. Mais il est en face de qui? En face de la Chine. Voilà ce qui peut expliquer les débats entre donc, la déclaration de l'ambassadeur américain et l'ambassadeur chinois aux Nations Unies. Qu'est-ce qui se passe? Kagame vous fait une affaire de 2 millions. Pardon? Kagame fait une affaire de 2 milliards de dollars
par an, parce que il a occupé presque l'est du Congo. Oui. Il exploite les minéraux, les coltans et les autres. Il exporte. Et parmi ces gens, M23 et ses amis touchent 800 000 $ par an. Donc Kagame, c'est 2 milliards, le Rwanda, et l'exportation, et M23, 800 000. Ça, c'est le rapport de l'Union européenne. Mm. Donc, dans ces conditions, il est difficile que Kagame cède. Il va comprendre quand on va les chasser. Si on ne les chasse pas, ça ne marchera pas. Donc, il faut qu'on ne se fasse pas beaucoup d'illusions. L'acte de Berlin est fini. C'est terminé. Maintenant, nous avons les accords de Washington et des passages. Ces accords nous ont sauvés. Moi, je vois les gens qui disent qu'on va brader les matières premières. Je ne comprends pas. Quand vous lisez cet accord-là, tout est très clair. Les Américains demandent la transparence, la bonne gouvernance et la traçabilité de minéraux. Est-ce que les Américains ne souffrent pas le chaud et non, le froid? Non, il y a des écrits. Moi, écoute. On a vu pour Mobutu. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est lui qui était venu à Kinshasa à l'époque, c'était qui? Bill Richardson. Il avait dit, si vous persistez, votre cadavre sera traîné dans les rues de Kinshasa. Alors, comment on peut être complaisant vis-à-vis de Mobutu et vis-à-vis de Kagame? Vis-à-vis de Mobutu, on est resté dur. On a fait cribler des balles le corps de Savimbi en Angola. Et qu'est-ce qui explique ça jusqu'à maintenant? Moi, je demande aux élites congolaises, lisez les documents. J'ai pris le temps de lire les accords, donc ce qu'on appelle accord stratégique entre l'Amérique et le Congo. C'est positif pour nous. Ça ne peut pas être à 100%, je peux dire à 80% c'est positif. Pourquoi c'est positif? Il y a un rapport qui est sorti, il y a un problème chez nous. Ce rapport est publié par Amsterdam Partners, LLP, en 2024, Washington. Ici, on a bien établi comment Kagame a mis la main sur, avec M23, ont mis la main sur nos minéraux à l'Est, qu'il exporte. Mais l'argent, Kagame remet à qui? Vous avez Rubaya, qui produit 15%. Cet argent, quand on exploite les minéraux, qu'on les vend, donc on les exporte, qui touche l'argent? Une question aux Congolais. Deuxième élément, quand vous partez, moi j'étais au Katanga, les mines, je peux vous rassurer, ça c'est un pillage à ciel ouvert. On ne sait pas combien on exporte, on ne sait pas quelle est la quantité, même là on a signé des accords, on ne sait pas évaluer. Ça signifie que cet accord vient de nous sortir des mains des prédateurs. Ça signifie quoi? Qui ne sont prédateurs, mais l'arme fatale pour donner mort et permettre les pillages n'a pas quitté Ouvira. Ils sont en train d'enlever les tenues et entrer dans les maisons. Je peux t'expliquer ceci. Oui. Si Kagame tient tête à Trump, il y a deux choses. D'abord, la Chine, tous les minéraux qu'on exploite à l'Est, je peux dire 80% partent en Chine. Donc si les Américains mettent la main dessus, la Chine sera en difficulté. Si les Américains mettent leur loi ici, toutes les entreprises chinoises qui n'ont pas signé des accords correctement, on va remettre tout en cause. Ça, c'est un. Et de deux, les entreprises des globalistes de l'AFDEL qui étaient installées à Kigali, qui pillaient le Congo, ont peur de ce qu'on a signé. Dès qu'on met l'ordre, la transparence, ces gens vont quitter le Rwanda, ils vont tout perdre. Déjà, Alpha Mine, il vient de vendre ses parts à une compagnie qatarienne ou bien l'Arabie Saoudite. Ils savent qu'il y a un vent qui arrive. Pour l'Amérique, je le répète, c'est question de vie ou de mort. Ils vont le faire sans nous, nous avec nous. Et c'est ce que je vous dis là. Parce que ici à Kinshasa, on ne voit pas la dimension géopolitique. On se contente entre les individus, on discute. Ici, les Américains, ils sont en conflit, en compétition avec la Chine. D'abord, les 80% des minéraux qui sont chez nous sont les Chinois qui contrôlent. Or, la Chine est en compétition technologique, mais aussi commerciale avec l'Amérique. Et la Chine qui roule également avec le Rwanda. La Chine roule avec le Rwanda. La Chine achète les minéraux qui viennent du Rwanda. C'est très clair. Entre-temps, exploite aussi sur l'Union européenne, laisse-moi terminer. L'Union européenne a signé un contrat avec les Rwandais
dans le cadre du Global Gateway, à peu près 900 millions, 900 000 ou bien 900 millions d'euros pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement. Or, les Rwandais n'ont pas de mines. Les Européens ne sont pas d'accord avec Trump, parce que quand vous lisez les accords ici, aucune trace sur l'Europe. L'Europe est exclue. Les Chinois ont peur, parce que dès qu'on met de l'ordre dans les mines, on doit revoir tous les contrats. Et les Américains insistent pour qu'il y ait de l'ordre. Donc moi, je vois que c'est profitable pour nous. Si les Américains nous aident à mettre l'ordre, c'est à nous maintenant de définir où sont les intérêts. Le problème, c'est l'élite qui est corrompue. Vous avez l'élite de mauvaise qualité, l'élite qui porte des masques, l'élite aliénée. Quelques individus dans l'élite, parce que le professeur Théodore Ngoï a dit niet, dit il n'est pas commerçant, c'est un scientifique, ouais. Un homme d'église. C'est quand même un exemple qu'il y a encore de l'espoir pour cette nation. Je me souviens de votre mouvement créé, on était encore au CCIZ et CCIC, c'est juste. C'est juste. Avant de créer votre formation politique, à l'époque sous Kabila, vous étiez traqué par le régime. C'est juste. C'est au nom de ça que vous défendez ces valeurs. Une petite réponse avant de passer la parole à... Bon, j'admire l'enthousiasme de M. le DG, Freddy, qui était au potentiel, hein, oui, et qui a publié notamment à la manchette ma lettre écrite depuis la prison. Souvenez-vous de Mobutu. Je m'adressais à Laurent Désiré Kabila à l'époque, que j'ai rencontré par la suite au milieu d'autres pasteurs. Et j'ai dit au président Kabila, Mobutu est mort. Vous avez dit à Mobutu, qui t'a fait Dieu sur l'Outenika? Mobutu est mort parce que les gens les flattaient. Les mêmes gens qui flattaient Mobutu sont là. Et ils vous flattent. On vous appelle Mouzé, on chante pour vous. Je vous exhorte à croire en Jésus-Christ et à mettre votre combat entre les mains du Seigneur. Parce que vous faites face à une coalition internationale qui commence depuis 1885. Et je lui ai dit, Dieu m'a dit de vous dire, si vous ne comptez pas, vous ne vous appuyez pas sur le Seigneur, vous n'aurez pas 3 ans. C'était en 98. C'était un président de beaucoup de gens qui sont vivants, qui étaient là. Et en 2001, il est mort. Permettez-moi de vous dire que quand le président Tshisekedi, Félix, est devenu président, il m'a fait l'honneur de m'inviter avec d'autres candidats présidents de la République qui faisaient partie d'une coalition de candidats et qui se réunissaient dans ma résidence. Après cette réunion avec les autres, il m'a reçu, nous étions à 2. Il m'a demandé, pourquoi vous ne voulez pas travailler avec moi? J'ai dit, Excellence, qui vous a dit cela? Il m'a dit, mais quand vous passez à la télévision, vous ne montrez pas que vous êtes disposé à travailler avec moi. Je lui ai dit, Excellence, vous voulez que les gens vous flattent. Les gens qui vous flatteront, ils vous tueront. J'ai dit ça au président de la République. Il est vivant, il m'écoute, ou bien on va lui rapporter mes propos, il peut confirmer ça. J'ai dit, ne cherchez pas les gens qui vous flattent, cherchez les gens qui analysent froidement, sans sentiment autre que l'intérêt à la fois scientifique et historique des faits. J'admire cet enthousiasme-là, mais moi je voudrais rester dans le droit et les faits. Nous avons l'accord de Washington, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'accord de Washington a condamné l'occupation du pays par les 23, comme l'a fait la résolution 2773, pour la première fois? Est-ce que l'accord de Washington a demandé que les troupes quittent, les troupes qui occupent le pays, quittent le Congo? Non. La preuve, c'est que après la signature de l'accord, ces gens se sont permis d'aller jusqu'à Ouira. Ils ne se sont pas sentis concernés.
Vous savez, Jérémie, le prophète, disait, on pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple, on lui promet la paix, mais il n'y a point de paix. La plaie, c'est la guerre, mon frère, monsieur le DG, Freddy. C'est que le Congo est victime de génocide. Et c'est depuis Léopold II. Léopold II était accusé par le rapport Roger Kesement d'avoir tué 8 à 10 millions de Congolais. Pourquoi? Pour exploiter nos richesses. Les caoutchoucs et l'ivoire à l'époque. Aujourd'hui, c'est le coltan. Il y a même une matière, je crois que c'est thorium, une matière rarissime. Le lithium. Hein? Non, pas le thorium. Le thorium. Le Donc thorium. on continue à découvrir même des matières qui ne figurent pas sur le tableau de Mendeleïev. Le thorium qui a l'avantage de ne pas porter atteinte à l'environnement, qui est vert et qui est l'avenir dans le domaine. Donc, aujourd'hui, non seulement le coltan, le tantalium, le colombium tantalium, mais aussi le thorium et d'autres ressources. Et pour pouvoir exploiter tranquillement, sans rien payer, on a mis en place, M. Kagame, le génocide d'abord, et pour justifier l'attaque du Congo par Kagame. Et l'accord de Washington n'a pas du tout condamné Kagame comme auteur de génocide. Oui. Moi, je comprends le président de la République. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'aurait pas dû signer cet accord. Je suis de ceux qui disent qu'il a signé cet accord parce que il est réaliste. Mais au-delà de cet accord, il y a d'autres réalités que nous devons percevoir. Le président de la République a besoin de réunir les Congolais, de rassembler les Congolais, pas dans les dialogues selon les églises et autres qui consistent à donner la prime à ceux qui ont tué des Congolais, c'est reprendre l'accord de Sun City, l'accord global inclusif et l'accord de Lusaka. Mais je parle de rassembler les forces républicaines et aussi de s'appuyer sur le Seigneur, parce que nous affirmons que nous croyons dans le Seigneur. S'appuyer sur le Seigneur Jésus. Oui, le président de la République à l'état de la nation, qu'est-ce qu'il dit? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et je me souviens qu'il est allé au stade, qu'il a dit, j'ai confié le pays entre les mains de Dieu. Entre les mains du Seigneur. Moi, en tant que politologue, j'ai fini mes études en sciences politiques en 1985. Si vous lisez dans mon livre, vous verrez que j'ai fait allusion à ce que je disais à Mobutu déjà. Beaucoup de gens oublient ça. En tant que politologue et juriste, je sais que c'est difficile pour nous de nous en sortir. Et le président de la République est en danger, en dépit de la signature de cet accord. Parce que, vous l'avez bien dit, vous avez raison de le dire, il y a la Chine, à qui Joseph Kabila a un peu passé la balle, et puis il y a les Américains qui veulent aussi avoir le contrôle sur nos ressources, mais il n'y a pas que, il y a d'autres nations qui veulent avoir le contrôle sur nos ressources. L'Union européenne. Donc, c'est un combat contre nous. On nous déteste, mon frère. Si on pouvait nous tuer tous, on pouvait tuer tous les Congolais et conserver le Congo pour l'exploiter, comme un trading post, on le ferait. Donc, l'accord de Washington a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Nous devrions tenir un langage d'apaisement, de réflexion, pour voir comment nous en sortir. Et voilà. Hein? Vous savez, en Chiluba, hein? On dit Moulongo Wampenga Penga. Pour dire, l'antilope qui est souvent isolé là, il a la chance de faire pousser ses cornes. Elle se cache. Mais il se cache parce qu'il est caché. Même le Seigneur Jésus-Christ s'est caché de temps en temps. Et il a dit, soyez prudents comme des serpents, doux comme des colombes. Si l'autre est fort, négocie avec lui. Et donc le président n'a pas eu tort de négocier. Mais cette négociation-là, nous devons nous en emparer. Les résultats de cette négociation pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les pièges qu'il contient et sauver notre nation.
Très bien. notre terroir. Très bien dit. Et ça, pendant que vous parliez, quelque part, il y a des gens qui m'écrivent, ça donne la chair des poules. Passim Bayo, merci de nous joindre. La patrie ou rien. Il y a quelques années, j'étais encore sur un autre média. J'avais eu la petite chance d'être sélectionné par le département d'État américain comme le seul homme des médias ou journaliste à interviewer la deuxième personnalité de la sécurité américaine, la numéro 2 de la sécurité intérieure américaine en séjour à Kinshasa. Elle l'avait dit expressément, sur le terrain, les jeux sont inégaux, on a donné plus de chance à la Chine qu'aux autres en termes de matières premières, des minerais stratégiques. La Chine est gourmande ici, elle prend tout. Et j'ai posé la question, pourquoi vous avez quitté, comment on appelle, Tinke Funguru Mining pour vendre aux Chinois? Ils ont dit, nous, on n'a pas vendu aux Chinois. Les jeux ne sont pas clairs ici, on a donné plus aux Chinois. C'était sous Kabila Joseph. Alors, est-ce que le discours de l'ambassadeur américain à l'ONU, au Conseil de sécurité, le discours de Rubio au département d'État, relayé par l'ambassadrice ici, qui est à Kinshasa, l'ambassadrice américaine, est-ce que ça traduit exactement que les choses ont changé, les cartes ont changé dans l'Afrique de Grand Lac, et que le Rwanda, c'est les requiem maintenant, le régime Kagame, ou c'est une façon de distraire Kinshasa pour faire basculer le pays dans le démembrement, c'est-à-dire la balkanisation? Bien, de prime abord, je salue la présence du confrère professeur Théodore Ngoï. De 2006 en ce jour, quand je vous revois, je me dis, ben, est-ce qu'il peut encore se souvenir des jeunes qu'il accompagnait dans le combat dans l'ex-province du Katanga, précisément à Lubumbashi, lors des péripéties de 2006, jusqu'à l'accompagner à pouvoir affronter Katumbi comme candidat gouverneur. Ça fait rire, mais c'est nostalgique, ça fait partie de l'Ipoko. Vous étiez les jeunes Turcs, je me rappelle, à cette période. Bah Kabila n'avait pas voulu qu'il y soit gouverneur. Encore à l'âge de peste, oui. Voilà, du grand... Non seulement Kabila, même Katumbi, jusque... Ouais, ben, je ne vais pas rappeler. Je peux ajouter quelque chose à ce qu'il dit. Oui. Je suis arrivé à Ituri, j'ai plaidé devant un juge. À la fin, il m'a suivi, il dit, j'étais parmi les 3000 étudiants qui avaient enlevé leur chemise pour vous suivre, malgré les pierres que l'on jetait sur vous par Kingwa Kumwaza. Voilà. Et vous savez, quand on jetait les pierres sur moi, qui était à côté de moi et qui me protégeait? L'actuel président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est un ami à moi. Nous étions là, Michel Kaboué. Michel Kaboué. Et pour vous rappeler que vous voyez, quand on est arrivé à la lors de l'affrontement que vous devriez avoir avec le feu Baba au niveau du parc hôtel, ceux qui constituaient le bouclier pour vous, nous voici. Merci. En fait, je salue aussi Freddy, puisque c'est pour rappeler à Freddy que j'ai gravi toutes les étapes comme combattant. Alors je dis que je fais mienne les réflexions de Freddy et du confrère professeur Théodore Ngoï. J'ai senti dans leur manière de parler que leur ventre ont tressailli de patriotisme. Lorsque le ventre tressaillit de patriotisme, la manière de réfléchir, c'est avec fougue. C'est-à-dire on parle avec hargne puisqu'il s'agit de la mère patrie. Je ne vais pas entrer dans la théorie philosophique pourquoi on parle de la patrie qui vient de Patrice le Père. Et puis on arrive par la suite, on dit la mère patrie, de là que nous venons. En fait, je disais que la société mondialisée, dans sa connotation actuelle, je répète cette phrase, même la scène internationale, que ce soit à l'époque de la conférence de Berlin, il est caractérisé par le fait que tout bouge et tout ne cesse et ne cessera de bouger, par la suite des intérêts des États puissants et des entreprises multinationales. C'est là que se trouve notre jeu et notre vie. Donc les vrais décideurs ne sont pas dans les palais, dans les grands palais, Maison Blanche, l'Élysée, chancellerie allemande, mais les vrais décideurs du monde sont les patrons des multinationales, donc les financiers. Voilà. Alors les multinationales, quoi attendre de la volonté de Donald Trump? Je vais vous dire, ne vous en faites pas. Donald Trump nage dans l'océan des multinationales.
il est lui-même tenancier d'une multinationale. Donc il sait mélanger chou et chèvre dans sa manière de faire. C'est là que j'ai rejoint en quelque sorte les propos de l'analyse de Freddy sur la question. J'étais en train de dire qu'en ce jour, les États se comportent comme des personnes commerçantes. Vous voyez des chefs d'État occidentaux, tout comme africains, quand ils se déplacent pour une mission officielle, tout comme pour une autre, ils se font accompagner d'hommes d'affaires. Ça voudrait dire que la question d'État à État aujourd'hui est accompagnée d'une nouvelle casquette que l'on appelle en relation internationale de la diplomatie privatisée. C'est-à-dire les multinationales, les sociétés d'intérêt, les globalistes comme il le dit, les intérêts économiques comme l'a dit tout à l'heure le pasteur, puisque sauf que je le prenne un peu dans sa trilogie ou dans son triplement fonctionnel, pasteur, professeur et confrère. Et c'est tout ça qui gravite autour de la question. Mais maintenant, vous arrivez à la question qui est la vôtre. La première des choses, c'est que depuis Clinton, en passant par Biden et Obama récemment, le Rwanda n'avait jamais été cité expressis verbis. Ça gravitait autour du pot. Ces gens-là tenaient ce que j'appelle moi de la fioriture langagère sur la question du Rwanda. Ça veut dire que le Rwanda avait réussi à prendre place dans les cœurs des sociétés multinationales. La première victoire de la RDC, c'est que la résolution 2773 constitue pour nous un grand tremplin. Je vais arriver un peu à apporter une lumière, pas dans la volonté de contredire le professeur, mais à apporter un sens de proportionnalité au débat. Deuxième des choses, nous allons aux accords de Washington. On dit les accords de Washington puisqu'il n'y en a pas qu'un seul. L'accord que nous avons signé avec le Rwanda rappelle la résolution 2773 et fonde d'obligation à toutes les parties. Et donc, il est superfétatoire dans les accords des deals économiques qui suivent que l'on puisse ressasser la question des obligations et des forces coercitives là-dedans à partir du moment où ça a déjà été dit, non seulement dans la résolution, mais suivi par l'accord entre le Congo et la RDC. Vous vous rappellerez du pourquoi on parle de CONOPS là-dedans. Vous vous rappellerez de la levée des mesures défensives. Mesures défensives, c'est le jargon diplomatique. Il s'agit effectivement de l'acte d'agression. Si vous avez suivi Olivier Ndunguruwe, qui a raconté de bêtises encore une fois sur la question de la RDC, ce gaillard-là n'a pas osé une seule minute d'avoir honte. 90% de son interview sur France 24, il a simplement parlé des problèmes congolais. Il dit que nous allons nous retirer d'Ouvira, mais il faut savoir qu'il y a une population qu'il faut protéger. Il parle de Banyamulenge. Et entre-temps, il dit qu'il faut tenir compte aussi de l'AFC. Bref, c'est un fourre-tout qui a été entretenu par le Rwanda pensant s'en sortir. C'est très important que je puisse conclure, sinon je vais atterrir en cascade. Ouais. Je dis donc que la chose la plus importante dans cet accord, dans ce deal économique, c'est que les États-Unis sont debout pour défendre leurs intérêts. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous savons en tant que Congo, puisqu'il faudra que j'évite un langage congolo pessimiste, déjà avoir le comportement diplomatique de la RDC depuis que Ouvira est tombé, ça signifie nous savons comment récupérer la situation en notre faveur. Regardez comment Tshisekedi éclate comme une grenade. Il exploite les enjeux de la SADC. Si vous apprenez que l'Angola va déployer plus de 20 000 hommes de troupes et sa logistique pour prendre l'espace de l'ex-Katanga, si vous apprenez que l'armée tanzanienne s'apprête à descendre pour établir son cordon jusque dans le Maniema, une nouvelle brigade intégrée ou une brigade d'intervention, comme ça a été le cas par le passé, mais la SADC est venue dernièrement ici. Les Rwandais ont fait plier la SADC. Samir Diarsi. Biden est en difficulté, je rappelle. Biden est en difficulté. Ils sont partis. Je vous dis que la queue entre les pattes. Biden était en difficulté en tant que démocrate de pouvoir donner quitus aux Sud-Africains à partir du moment où il était coincé par la famille Clinton. Je vous informe qu'il est
des actes que posait Biden dans le dos des démocrates en faveur de la RDC, on ne sait pas le dire ici. Je vous rappelle du corridor, Lobito, Lualaba et Sakanya, je parle des accords tripartites aussi entre les États-Unis, la Zambie et le Congo. Alors, bref, tout le monde est guidé par les intérêts. Ouais. Et c'est devant ces intérêts qu'aujourd'hui, les États-Unis se trouvent en train de faire pression à Kagame en lui disant que les carottes sont cuites. C'est pour une fois dans l'histoire que les Américains reçoivent des opposants rwandais. Ça veut dire, sans vouloir faire un discours de décor, mais je vous informe qu'au cours de l'évolution de l'histoire, les choses changent. Merci. Aussi longtemps que la société dans laquelle nous vivons n'est pas statique, mais plutôt dynamique, en perpétuel changement. Merci, Passy. Et en perpétuel devenir. Donc le professeur Pasteur a raison quand il dit que, en réalité, le président de la République a comprimé, bouffé le fait qu'il ait consacré le pays entre les mains de Dieu. Vous savez ce qu'il avait dit ce jour-là? Il dit non seulement que je te consacre, non, s'il vous plaît, oui. C'est très important que je puisse en faire développement, puisque le professeur a parlé de manière lapidaire. Je dis que le président de la République a insisté sur un élément. Il dit au Seigneur Jésus-Christ, viens régner sur ton Congo, je te laisse la place. Donc, autrement dit, quand je parle aux côtés du pasteur, quand Ouvira tombe, c'est Ouvira de Jésus-Christ qui tombe, puisque c'est Dieu qui dirige ce pays. Donc, par toute voie de conséquence, je ne vois pas une seule minute que dans les jours qui suivent, que le Rwanda puisse avoir continuellement un droit de cité sur le pays de Lumumba. Et voilà, même Israël, il a développé les moyens modernes pour son armée afin de faire face aux ennemis, n'attend pas que le Seigneur Jésus-Christ vienne lui-même ne le minimisez pas non plus, ne minimisez pas le Seigneur, puisque non, je n'ai pas minimisé le Seigneur, je dis le Seigneur nous a donné les atouts. Mais tout à fait, puisqu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Nous faisons notre part, voilà pourquoi nous résistons. Sinon le pays serait déjà parti. Merci. Lui-même qui a échappé à 67 coups d'État, il aurait ramassé... comme disait celui-là à Goliath Mbouma. Voilà. Juste un mot rapide. Oui, vous intervenez rapidement, c'est parce que le pasteur est très intéressé par vous. Je voudrais juste dire à mon estimé confrère que son point de vue selon lequel il ne fallait pas tout mettre dans l'accord est un point de vue respectable, je le respecte, quoique je sois d'un point de vue différent. Pourquoi? Parce que quelle est la valeur juridique en droit international de l'accord de Washington par rapport à la résolution des Nations Unies? Oui. C'est le corollaire. Le chapitre 7, n'est-ce pas, de la Charte des Nations Unies, c'est le cadre juridique pour la résolution des conflits les plus graves, des menaces contre la paix et la sécurité. Et c'est le Conseil de sécurité qui agit par des résolutions. Donc, l'accord de paix qui traite, entre autres, de la nécessité de respecter l'intégrité territoriale de la RDC, n'est-ce pas? L'accord de paix parle aussi de la souveraineté du pays, aurait pu, à mon avis, n'est-ce pas, s'appuyer, c'est ce que dit, s'appuyant sur la résolution et donnant force à la résolution 27-72. 73. 73, hein, 27-73. Oui. Voilà, 27-73. Je ne vois pas en quoi ça aurait été superfétatoire. Au contraire, ça aurait donné plus de force à l'accord de Washington. Je voulais juste dire ça. C'est important ce que vous avez dit, Freddy Mulumba. Quels sont, on sent que Kigali a choisi l'isolement diplomatique. Quels sont encore les atouts dont dispose M. Kagame jusque maintenant pour tenir tête à tout le monde? Selon vos analyses, nous sommes en même temps dans une approche prospective. Ok. D'abord, je suis très content d'entendre les profs. Ce qui pose problème chez nous, il n'y a pas un véritable débat sur ces accords. Ça signifie quoi? On fait appel aux juristes, ce qu'on fait le droit international. On fait appel aux politologues, on fait appel donc tout le monde qui est spécialiste en matière, historien, géographe.
les débats publics. Relationnistes. Et les premiers débats doivent se faire à l'université. Après l'université, dans les médias. Mais les drames dans ces pays sont des politiciens qui passent, qui font du bruit. Voilà, on ne nous prend pas au sérieux. Donc il faudrait à un moment donné que ceux qui ont des compétences en matière viennent discuter. Et là, ça demande quoi? Il faut que l'État mette de l'ordre. Est-ce qu'après Washington, ceux qui étaient partis, on a amené beaucoup de youtubeurs, on a amené également beaucoup de gens, depuis qu'ils sont rentrés, est-ce que vous avez suivi la restitution de l'événement de Washington dans une coordination cohérente dans des médias, donc la société civile, ainsi de suite. Est-ce que vous sentez une restitution responsable? Non, le problème est qu'on ne fait pas appel aux spécialistes. Surtout dans un pays où tout le monde devient connaisseur, tout le monde devient savant. Ça ne passe pas comme ça. Il y a des gens qui ont des compétences en matière, qu'on fasse appel à eux, que les journalistes organisent des débats comme vous nous avez invités, chacun dans son domaine. Comme ça, la population va comprendre où sont les intérêts du Congo et comment il faut les défendre. Quand vous parlez les gens parlent toujours, les gens disent qu'avec cet accord, on a tout bradé. Généralement, je vois sur YouTube, sur les réseaux sociaux, donc tout est négatif. Mais je peux vous rassurer, moi qui ai suivi la question depuis 2009, le Congo était déjà balkanisé. C'est une chance exceptionnelle, qui est maintenant un document écrit. Et le président américain a signé, sans ami à l'abri. N'eût été la signature de ce document ici, Kagame serait à Kinshasa. Tout en insistant sur la souveraineté et l'intégrité. Attends un peu. Malgré cette signature, l'Europe a mis des moyens dans les médias mensonges, avec des idées éditorialistes, avec des analystes qui sont en train de défaire cet accord. Mais au pays, vous êtes dans les matchs de football, vous êtes dans les débits de boissons, vous êtes dans les injures, et ainsi de suite. Non, rien n'est fait. Non, c'est la bonne guerre. Il n'y a pas de moyens mis en jeu. C'est la bonne guerre. Quand vous avez les infiltrés, ils doivent jouer ces jeux-là. Il ne faut pas les plus loin. Deuxième chose qu'il faut aussi relever. Tu sais, quand Trump est entré au pouvoir, il y avait un débat sur le Congo. On lui a dit, ce cas du Congo, là, c'est un cas perdu. Ça ne sert à rien. Même au niveau des Nations Unies, on avait déjà tablé que la crise était insoluble. La solution, c'était quoi? Couper le Congo en morceaux. C'était déjà décidé. Qu'est-ce que Trump a fait? Comme c'est un homme d'affaires, il a appelé Boulos, va voir. Boulos a passé une journée à Lualaba, à Kolwezi. Il a vu les minéraux. Ça appartient à qui? Aux Chinois. Il n'y a pas question. Dès qu'il est rentré, le discours a changé. Et vous allez voir, 100 jours après l'entrée de Trump à la Maison-Blanche, il y a Marco Rubio qui a fait une déclaration. Il dit, mais on nous a dit ici, le cas du Congo, là, c'est un cas impossible. Mais nous, on a envoyé Boulos, et dans 2 semaines, on a trouvé la solution. On a signé. Ça signifie qu'il y a encore des gens qui portent les projets de balkanisation dans leurs mains, qui tiennent à tout prix à ce que les Congos disparaissent. Mais Trump, aujourd'hui, n'a pas intérêt à ce que les Congos disparaissent. Pourquoi? Nous sommes dans une situation de compétition de grande puissance. On a besoin d'alliés forts et stables. Pour les Américains, il faut un Congo stable, où il y a la transparence, il y a la loi. C'est la seule manière de contrôler la Chine. Pour les Américains, ils disent que la Chine profite des réseaux du Congo pour s'enrichir, pour maintenir sa position de leadership, de leader dans les milieux stratégiques. Que faire? Un Congo stable, un Congo démocratique, donc avec des lois, comme ça, il y a moyen de contrôler la Chine. C'est la seule solution pour les Américains. Donc, qu'on le veuille ou non, on va imposer l'ordre ici. Ça ne dépend pas de nous. Tout ce monde qui fait du bruit là, on perd le temps. On va imposer l'ordre ici. Mais par contre, il faut maintenant, de notre côté, qu'on fasse appel à l'intelligence, la véritable intelligence, qu'on en discute. Parce que les Américains, ils verront qu'il y a un vide. Vous avez des élites idiotes. On fait comment? On vous impose, non? Mais quand on va trouver des élites intelligentes, capables de défendre la patrie, discuter avec les Américains, là, vous pouvez tirer quelque chose pour les pays. Ouais. Mais sans ça, soit nous sommes décolonisés, parce que les Américains vont faire quoi? Ces gens ne comprennent rien. Et ils ne viendront pas travailler à notre place. Ils vont nous imposer des règles ici. Et ceux qui vont tenter de parler, on les écarte. Voilà. Théodore Ngoy, vous êtes d'abord sacrificateur, prédicateur de la bonne nouvelle. Le président Trump, on sait que c'est un croyant, mais ce jour-là, il a parlé des miracles. Un miracle. Un président, une grande puissance, même si
il croit dans le Seigneur Jésus, mais il a parlé des miracles dans son discours avant la signature, quand ils étaient à trois devant. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bien. Quel commentaire faites-vous de ce qu'il a appelé miracle, véritable miracle? Avant de répondre à vos questions, je voudrais tout simplement qu'il n'y ait pas d'équivoque. Je suppose que le DG Freddy, quand il dit qu'il y en a qui disent que tout a été bradé, ben, ce n'est pas de moi qu'il parle. Non. Vous avez dit que l'accord a ses forces et ses faiblesses, Voilà. comme toute œuvre humaine. Voilà, je vous avais bien saisi. Merci. Voilà. Donc, alors, vous savez, j'ai suivi le parcours des Trump. Et le jour qu'on a tiré sur lui, j'ai dit, bon, c'est lui le président, il va être élu. Mais cet homme-là s'est battu contre le pouvoir en place, la justice. On ne pouvait pas espérer. C'était inespéré. Je crois qu'il était le seul d'abord à croire en lui. Et il parlait de Dieu. Je ne sais pas s'il est réellement et profondément enfant de Dieu, né de nouveau, dont le nom est écrit dans le livre de vie. Ça, je ne sais pas. Mais il a parlé de Jésus-Christ. Il a dit qu'il s'appuyait sur le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alors, donc, ça ne peut m'inspirer que de l'espérance. Et moi, j'ai dit, même à l'église, j'ai dit, quand je réfléchis en tant que politologue et juriste intellectuel de mon pays, je lis l'histoire de mon pays depuis 1885, notamment, jusqu'à aujourd'hui. Ben, je me dis, mais nous avons affaire à des gens qui savent très bien qu'on est en train de tuer les Congolais. Vous avez dans votre papier informatif, vous avez fait allusion aux médias et à leur rôle pendant la guerre. Voilà, c'est la dernière question. Je me trouvais à Oxford. Voilà, nous sommes déjà. Quels médias en temps de guerre? Oui, je me trouvais à Oxford. J'étais en fait parti pour la Belgique en passant par l'Angleterre comme député élu. Parce que j'avais été élu quand même député à Lubumbashi, au Katanga. Et pendant que je m'y trouvais, j'avais d'ailleurs croisé le président de la Voix des Sans-Voix, Tchébéa. Je lui ai dit, nous nous sommes rencontrés à l'aéroport Zametin, je lui ai dit, ne rentre pas. S'il te plaît, je t'en prie, ne rentre pas. Et si tu rentres, fais très attention, surtout à l'égard du chef de la police. Moi, je ne peux pas rentrer. C'était qui le chef de la police? C'était John Nombino, qui était le chef de la police. Et quelques temps après, enfin quelques temps avant, on avait détruit ma propriété et j'ai dû rester donc à l'étranger. Et j'étais donc installé à Oxford. Et je suis allé faire une conférence à Oxford University, au département de développement. Et là-bas, j'étais opposé à un sujet occidental qui nous disait que la guerre au Congo est ethnique. Oh, c'est une guerre ethnique. C'est parce qu'on veut tuer les ressortissants du Rwanda au Burundi, qu'on appelle faussement Banyamulenge. On sait qu'ils ne le sont pas, ils étaient à Mulenge, etc. Bon, ça, c'est un autre débat. Si vous voulez, on peut y revenir. Et je lui ai démontré que c'était une guerre économique, mais on voulait l'habiller comme une guerre ethnique. Comme ça s'est fait aujourd'hui et avec le Rwanda. Peu de temps après, Kunda Batwari a attaqué, je crois, Ruzizi et d'autres partis. Pendant 3 jours, tous les médias du monde ont parlé de génocide. Pendant 3 jours. Chaque jour, à la une, il faut qu'on arrête le génocide au Congo. Brusquement, au 4e jour, silence. Silence total. Les médias ont été instruits de ne pas mettre l'accent sur le mot génocide. Parce que les multinationales, comme vous en parlez, n'est-ce pas, et les États qui ont intérêt à vivre de nos misères pour exploiter nos ressources, n'ont pas voulu que l'homme qu'ils avaient installé
pour leur faciliter les affaires soient poursuivis. Une question. Et aujourd'hui, l'une des faiblesses de cet accord de Washington, c'est que M. Kagame se présente comme un homme fréquentable. N'est-ce pas? Il est reçu. C'est vrai que le président Tshisekedi a reçu l'honneur du président Trump qui s'est levé pour le saluer. Trump ne l'a pas fait pour Kagame. Néanmoins, Kagame a reçu des autorités importantes des États-Unis et puis il a signé l'accord comme un chef de l'État. N'est-ce pas? Et nulle part dans l'accord, on ne le regarde comme un homme dangereux, comme un génocidaire. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on en parle. Il faut que l'intelligence en parle. Très donc, effectivement, nous y sommes. Il faut aussi, permettez que je termine. Oui, il faut aussi, comme l'a dit le DG, il faut aussi que les médias, n'est-ce pas, les médias sachent que l'information peut aussi influencer les opinions. L'information peut déformer la vérité, peut déformer les faits. Et l'information peut constituer une arme de guerre. Justement, nous y sommes. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir dans nos salons, recevoir les signaux de TV5 Monde avec tous les mensonges qui est diffusé là-bas, des journaleux qui sont en territoire occupés, qui sont justement, qui travaillent pour le compte de Kigali et qui diffusent des informations, des fausses informations qui sont dans la manipulation. Laissez France 24, même en TNT dans nos salons, laissez tous ces médias mensonges nous raconter ces histoires et puis ça formate l'homme congolais. Et en même temps, tous ces médias au Congo, avec tout ce qu'ils racontent avec leur chef, est-ce que ça vaut la peine en cette période? Permettez-moi, en réponse à votre question, de relever que, comme tout le monde, j'ai pu découvrir que France 24 et les médias français mentaient sur l'évolution de la campagne entre Trump et Kamala Harris. Ils nous trompaient pendant longtemps. Et même des gens sont venus pour dire, mais ce que vous faisiez comme reportage était faux sur les intentions des vôtres. Et puis, Kamala Harris a été battu à plate couture. Mais cette information-là ne sortait pas de ces médias. Et ces médias-là racontent seulement l'histoire qui concerne leurs intérêts. Ça, c'est un fait. Bon, voilà. Il ne faut pas oublier que Soros, s'il vous plaît. Soros est le patron. Maintenant, la question, c'est à vous. Hier, je suivais le journal Afrique sur TV5 Monde Afrique. Autrefois, c'était l'éditorialiste, le maghrébin, qui racontait ces incohérences. Et hier, j'ai pris même le téléphone pour appeler le confrère, qui est correspondant de TV5 Monde à Bukavu. Il n'a pas pris parce qu'il savait qu'il mentait. On a mis des gens pour leur dire, il réclame que M23, AFC reste là pour les protéger, parce que, voilà, bon. Alors, Passimbayo, en contexte de guerre, informer devient justement un enjeu stratégique. Quand vous suivez les médias congolais, quelle posture devraient adopter ces médias avec par moment des patrons qui sont au service des services de renseignement étrangers? Bien, alors il faut un média de combat. Le média de combat est un média patriotique. Nous venons de faire une critique à l'égard de TV5 et de France 24. Mais je ne vois pas de journalistes, en dehors de vous qui en parlez ici, des journalistes des médias congolais qui font la lecture, appréciation critique de toutes ces informations qui viennent ou qui parviennent, tout en sachant que c'est un instrument politique entre les mains de l'Élysée. Voyez-vous, les gens ne critiquent pas les choses importantes dans nos médias ici. Je prends pour exemple le rôle que joue Mushikiwabo. Elle peut être une copine nocturne de Macron, je m'en tape. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on ne met pas l'accent sur la critique qu'il lui faut. J'ai aimé le comportement de certains médias en ligne de la diaspora qui sont allés la prendre d'assaut lors d'un sommet il y a quelques 8 mois
en lui disant, mais vous, vous êtes ici, votre pays ne parle plus français, mais le Rwanda est en train de tuer au Congo, et vous ne faites pas allusion à ça. Je l'ai vu mal à l'aise, ça veut dire, le média de combat est un média de militantisme patriotique, vouloir ou pas. Bon, je disais aussi que, s'entendre s'expliquer tout à l'heure Freddy, bon, moi je comprends, j'ai dit Freddy, il y a toujours un grand décalage entre un analyste politique et un opérateur politique. Le pasteur, professeur et confrère de surcroît et moi, nous sommes politiques. Ça veut dire notre manière d'abdiguer est quelque part différente du discours de l'analyste que vous êtes. Au point même que l'analyste peut être plus piquant que l'opérateur politique, puisque nous savons... comment zigzaguer? Oui, mélanger le pinceau, ça fait partie de l'art, parce que la politique est trilogique, c'est un art, une science, un exercice. Alors, vous parlez de la société civile, mais laquelle, mon frère? La société civile dans notre pays, elle est plurielle. Il y a une désormais dans notre pays qui est rwandophile. Il y a même une société civile rwandocratique dans notre pays. Elle est plurielle, elle restera puisqu'il y a toujours une société civile pro-Tshisekedi, une société civile anti-Tshisekedi. Notre nouvelle société civile, c'est la meilleure par ce temps. C'est pas normal que la fioriture langagère du cardinal porte atteinte à notre existence en tant que patrie. Le cardinal, ce sont des morts que nous enregistrons. Mais il vous dit, mais écoutez, nous pleurons, nous regrettons ce qui s'est passé à Ouvira, les déplacés, les morts. Or, en une journée simplement, on a enregistré 473 morts à Ouvira. Et puis, tout le monde s'attendait à ce qu'il dise un mot par rapport à l'agression. Vous connaissez sa conclusion? Il dit que nous regrettons, nous devons simplement prier pour la paix pour notre sous-région. Ça veut dire, le cardinal, il s'extirpe du blocus peuple congolais. Et là, il parle comme ça, pourquoi? Puisqu'il doit à tout prix faire allégeance à ce qu'ils sont allés faire en Afrique du Grand Lac. C'est le président actuel de la CENCO qui l'a dit. Nous avons été financés par l'Ouganda, nous avons été financés par le Rwanda, nous avons été financés par le Kenya. Puis je vais atterrir par rapport à Kagame, puisque le professeur a dit que Kagame a été présenté en homme fréquentable. Oui, mais écoutez, lorsque vous parlez politique, professeur, quelque part, vous pouvez avoir raison, puisqu'en stratégie politique, il faut monter beaucoup d'éléments. Mais lorsque nous sommes en droit international, nous disons que nous avons été agressés par le Rwanda. Et le Rwanda est un pays qui est représenté ici et maintenant par Kagame. Avec qui voulez-vous alors conclure ou entériner les accords à Washington? Donc, c'est-à-dire, Kagame devenait un passage obligé pour conclure. Il est aussi une stratégie en relation internationale de présenter un délinquant international comme Kagame, de tenter de vouloir le présenter comme un homme fréquentable, mais en réalité, nous le présentons au monde comme un citoyen merdique. Et aujourd'hui, nous en ramassons des preuves. Le seul pays qui s'accroche à Kagame, c'est la France. Et je ne sais même pas pourquoi. Mais tous les... Il y a le Luxembourg, il y a la Pologne, l'Union européenne elle-même n'a pas pris des sanctions le Luxembourg et la Pologne, oui, importantes, notables. L'Union européenne est une organisation supranationale. Ils ont un veto collectif. C'est-à-dire, lorsqu'un seul pays n'a pas voté, une résolution ne passe pas. Et qu'est-ce que la France a fait? Sachant que Tshisekedi avait déjà fixé ses regards revolver sur le comportement de Macron, puisqu'il lui a reproché une fois, et nous avons fait même des séances médiatiques où il y a eu une espèce de pugilat ici, la France s'est dit, moi je condamne le Rwanda. Mais la décision ne peut pas passer. Mais ce n'est pas à moi, la France, de pouvoir la bloquer de manière ostensible. La seule manière pour moi de la bloquer, c'est d'inviter le Luxembourg. Merci. Et la Pologne pour bloquer. C'est comme ça que l'on s'est retrouvé en fin de compte. De tous les 27, 26 étaient d'accord. Un seul pays a joué avec son veto, qui est le Luxembourg, à la demande de la France. Donc vous devez savoir comment ça fonctionne dans les jeux et enjeux géostratégiques en politique internationale. Mais déjà, ce que nous faisons, mon frère, c'est déjà un grand pas, puisque 1000 pattes commencent par une seule. Mais ça devait... J'ai vu Mouzé être étouffé, le professeur, parce qu'il écrivait à Mouzé. Mais est-ce que vous savez qu'un instrument qui a manqué à Mouzé, c'est cet instrument diplomatique que possède Félix aujourd'hui. Et Mouzé a été mis en quarantaine au point que tout ce qu'il disait, on ne l'écoutait pas. Vous avez parlé de la Chine, je voudrais dire un petit mot.
Écoutez, la Chine... Vous n'allez pas tout ramasser. La Chine a été vitaminée par l'ancien régime. A été vitaminée par l'ancien régime. Je vous donne un exemple de la convention sino-congolaise. Il aurait fallu, s'il vous plaît, que les 9 milliards pour lesquels nous avons été grugés, que le président Tshisekedi vienne les convertir, partant du principe qui paye mal, paye 2 fois, vienne les convertir en minerais contre infrastructure, dont la route, je pense qu'aujourd'hui, professeur, quand vous allez vous rendre dans le Haut-Lomami, vous verrez les routes que vous n'avez jamais laissées là-bas. Et pendant que je vous parle, ces routes sont passées dans tous les Haut-Lomami. C'est en route, ça quitte Mbujima, ça quitte Loputa, Mwenedi, Mbujima. Maintenant, c'est entre Mbujima et Kabinda. Et ça va aller à Luba. Au Luba, ça va entrer par Chofa, Kasongo, Kabambare. Oui. Et jusqu'à la frontière avec le Burundi. Donc ça veut dire les jeux et enjeux géostratégiques d'un pays où tout est nécessité, tout homme placé dans les mêmes circonstances que Félix Tshisekedi ne peut que se comporter comme tel. Merci beaucoup. Freddy Mulumba, lorsque on écoute la très propagandiste, comment on l'appelle encore, la Belge, la journaliste belge, Colette Brackman, la très propagandiste du FPR rwandais, quand on l'écoute raconter ses histoires contre le Congo, contre les dirigeants du Congo, quand vous lisez la Libre.be et tous ces médias mensonges, mais vous suivez quand même qu'ils ont des éditorialistes sur les médias et quand ils prennent la parole, le monde est en train d'écouter. À Kinshasa, sur les médias publics, aucun éditorialiste. Lorsque, du temps des musées, c'était Ngwej Katot and now, je ne sais pas où est-ce qu'il est pour l'instant, puis qu'il a été mis en disgrâce. Je pense qu'il est mort. Ngwej Katot and now. Lorsqu'on écoutait Mukale Makal, paix à son âme, il est parti. Lorsqu'on écoutait du temps des Mobutu, les Kwebe, les Kitutu, les Wontoa, l'autre c'est qui, l'ancien ministre, oui. Et l'homme qui parlait de la crise de Bagdad, là c'est qui, Mwanda Makosso, Mwanda Makosso et les autres. Pour l'instant, sur les médias publics, aucun éditorialiste pour préparer le peuple, l'opinion, ainsi de suite. Même sur la VOA, la Voix de l'Amérique, on écoutait par moments le point de vue, l'éditorial reflétant le point de vue du gouvernement américain, la Maison-Blanche. Alors, comment on peut rester dans un pays comme ça? Une sorte de foire, chacun peut venir, les savetiers, les cordonniers, tout le monde peut venir traiter des questions politique, analyser, ainsi de suite. Freddy, vous avez tué le potentiel, Télé 7, vous avez tué, heureusement que Congo 26 est là. Alors, dites-nous concrètement, nous avons... Pour sa chapelle. Non, mais disons les choses. Nous avons quels médias pour en temps de guerre, pour défendre la patrie? Parce que le Rwanda a mis les bouchées doubles pour tous ces makélélistes à travers le monde. Oui. Y compris des Congolais. Oui, ils sont nombreux. Comme l'épileptique qui est à Bruxelles, donc en Belgique, voilà, donc qui raconte. Donc moi j'ai une expérience, je passe par des expériences. J'ai fait la tête du journal Le Potentiel 20 ans. 10 ans quand mon décès est parti, je suis resté pendant 20 ans. Et j'ai eu la chance de voir, je connais tout le monde, tous les hommes politiques. Si aujourd'hui on parle de balkanisation, ce n'était pas l'État congolais qui a commencé. C'était le Potentiel. Et je me rappelle, en 2009, on a fait la première conférence. Comment ça a commencé? J'étais dans l'entourage d'Abdou Diouf, je suis au Canada, au Québec. J'ai écrit un article contre les Rwandais pour dire qu'il faudrait soutenir le Congo contre les Rwandais. Rwanda anglophone, Congo francophone. L'article n'a pas été publié. Je vais voir mon confrère, c'était en 2008, mon confrère canadien, m'a payé $200 canadiens. J'ai dit non, mon article est où? Par contre, on a publié l'article du Sénégalais. Je quitte le Canada, je descends à Bruxelles. Je vois Bertin Mapaka, député, était encore député.
Je les vois, il me dit non. Il y a des cartes qui circulent ici. Il y a 4, donc le Congo est déjà divisé en 4 États. Je descends à Kinshasa, je vois Modeste Mutinga. J'engage une discussion avec lui. Mutinga m'autorise de mettre à la une, non à la balkanisation. C'est comme ça que la lutte contre la balkanisation a commencé. Ça ne vient pas de l'État. Bravo, bravo. Tu vois? Ça fait combien? Depuis 2009. Ça ne vient pas de l'État. Ça signifie qu'il ne faut pas seulement attendre tout de l'État. Deuxième chose, mon expérience encore, j'étais dans les médias privés. Je suis passé maintenant dans les médias publics. J'étais DGAI. Parce que quand on a donné DGA, on n'a pas le pouvoir. Hein. C'est quand on est déjà DG qu'on a tous les pouvoirs. Dès que mon confrère, mon frère Kabila est décédé, j'ai fait l'intérim pendant 6 mois. Un jour, notre armée fait un communiqué. L'armée, il dit M23 est entré sur le territoire congolais. J'appelle ça en 2021, je pense. J'appelle un journaliste, Balkaïj. Il faut m'interroger. J'ai fait l'interview. J'ai dit Kagame, en 2012, j'ai l'exemple, hein, en 2012, Kagame a été... Rapidement. Oui, c'est important. A été instruit par les Américains pour retirer ses troupes, par Obama. Je ne savais pas que dans 2 jours, Kagame viendrait. 2 jours après, Kagame vient à Kinshasa. Les problèmes ont commencé. Ça signifie quoi? Il faut libérer les médias publics. Les médias publics ne sont pas sur le contrôle des Congolais. Je ne mâche plus mes mots. Les médias publics ne sont pas sur le contrôle des Congolais. Il faut que les intellectuels s'y mettent pour que ces médias servent à notre peuple, qu'on donne l'information à notre peuple. Tout ça, on dit pourquoi? S'il n'y a pas d'information, les gens vont s'embrouiller. Voilà. L'exemple est là. Les gens disent n'importe quoi parce qu'il n'y a pas d'information. Et qui est le premier à donner l'information? C'est les médias publics. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait des débats des scientifiques au niveau des médias publics, même des médias privés, pour que l'opinion soit au courant. Comme ça, les Occidentaux, les Américains vont voir, mais dans ce pays-là, il y a quand même des hommes. Mais vous ne parlez pas, tout le monde est dans la danse, tout le monde boit, et dans des fêtes. Vous voulez voir quoi? Donc, il faut que les médias publics reprennent leur travail. Vous avez ACP, vous avez RTNC, vous avez encore la radio. RTNC, il y en a 3. Oui. 1, 2, 3. Mais c'est la une qui donne l'information. Le grand tam-tam, on l'entend pas. La radio, là, donc, franchement, c'est... Alors, professeur, on termine avec vous. Vous concluez. Justement, l'espoir est-il permis avec cette élite ici, qualifiée de l'élite des jouissances, avec des gens, par moment avec tout, mais ils collaborent avec l'étranger. Vous voyez dans tous les domaines, le verre est dans la pomme. Le verre est dans... Oui, mais la pomme, c'est un fruit, la pomme. Alors, est-ce que l'espoir est-il encore permis? Avec ce que nous voyons, les gens en soutane, c'est la confusion totale. Finalement, vous connaissez le rôle entre le sacrificateur et le roi. Il y a conflit permanent entre le sacrificateur et le roi à cause de toujours, voilà, on ne se retrouve pas, des intérêts, parce que les beefsteaks ont été retirés de la bouche. La gratuité de l'enfant. Alors, maintenant, finalement, est-ce que l'espoir est-il permis dans ce pays? Oui, l'espoir est permis. La balkanisation dont parle le DG Freddy n'a pas commencé, ou en parler n'a pas commencé en 2009. Déjà en 1960, Lumumba dénonce la balkanisation. Je confirme. Et mon livre ici a été publié en 2000. Il parle de balkanisation, clairement. Et d'ailleurs, j'ai présenté ce livre à Sun City. Moustapha Niasse s'est intéressé à ce que je disais, et surtout Jean-Marie Tchapchet, c'est une figure politique au Cameroun, qui a dit: vous êtes en train d'assumer avec votre livre une mission importante pour votre pays, parce qu'on trouve au Congo, ça c'est, vous pourrez lire ça, il a catégorisé les Congolais qui étaient à Sun City entre ceux qui sont là pour jouir et ceux qui sont là pour... et le livre dont vous parlez, c'est celui-là. Donc le titre, c'est l'accord de Lusaka.
et la paix en RDC. Une autre lecture, c'est signé Maître Théodore Ngoï, pasteur. Ilunga Wansenga. Le professeur Mabi Mulumba, dans un de ses ouvrages sur l'économie, a identifié les prédateurs nationaux associés aux prédateurs internationaux. Ce n'est pas nouveau qui cause du tort à notre pays. Donc il y en aura toujours. Mais cependant, l'espoir demeure. Parce qu'il y a quand même dans ce pays des hommes et des femmes qui se battent pour des valeurs. Ouais. Il y en a. Modestement, permettez-moi de dire que j'en fais partie. Donc, les valeurs de justice. Vous savez que quand le président de la République dit « la justice est malade », c'est le président de la République qui l'a dit. Est-ce que c'est le président de la République qui prend des décisions qui traduisent la maladie? Il y a des magistrats qui sont là jusqu'à aujourd'hui, qui prennent des décisions. Laissez-moi illustrer ça. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe acquitte M. Onoya Onya. L'acquitte le 7 août 2025. Il doit être libéré immédiatement. C'est notre code de procédure pénale. Le procureur général, près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, n'envoie pas la réquisition aux fins d'élargissement. Il est fait le 13 août. Le procureur, le PROREP, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, va envoyer une réquisition aux fins de maintenir ce monsieur en prison pour une décision qui venait d'être rendue, pour les mêmes faits pour lesquels il venait d'être acquitté, mais qui n'est pas exécutoire, qui fait l'objet d'un appel et d'une opposition. Mais il demande qu'on exécute une décision non exécutoire. Et on refuse de libérer la personne. La personne est là-dedans. Et j'ai découvert plusieurs personnes qui sont acquittées, dont un jeune homme qui a été condamné à 6 mois, n'est-ce pas, pour coups et blessures volontaires, mais il est là depuis plus de 6 mois. Ce n'est pas le président de la République, ce sont les magistrats. Ce sont les Congolais qui sont magistrats, qui sont DG de la RTNC. Ben, je ne dis pas que vous avez fait DG de l'OBEMA, DG d'ici, DG de là-bas, etc. Donc, qui sont responsables des écoles, responsables des universités. Et donc, il faut que le président de la République, n'est-ce pas, pour moi, fasse un pacte républicain. Il a dit, après avoir sollicité, après en avoir appelé aux consultations. Moi-même, j'ai été consulté. Il a dit, je vais faire un gouvernement resserré et je vais faire appel à d'autres. Il ne l'a pas fait. Moi, j'appelle le président de la République à considérer qu'il faut rassembler tous les Congolais. N'est-ce pas? Et en particulier, comme l'a dit notre DG ici, les intellectuels peuvent aussi parler, expliquer. La guerre, elle est aussi communicationnelle. Voilà. Merci. Pasteur Théodore Ngoï, sous pression, nous avons même débordé, vous avez compris. Et permettez-moi d'ajouter que oui, j'ai dû saisir le président de la Commission nationale des droits de l'homme, oui, Paul Nsapou. Paul Nsapou. Oui, il était étonné d'apprendre que quelqu'un qui est acquitté est retenu en prison, ici au Congo, sous Tshisekedi. J'espère qu'il va user de son pouvoir pour établir la justice dans l'intérêt de l'état de droit. Alors, oui, il est vrai que chaque société a ses vices et ses vertus, mais lorsque l'élite, je les appelle les instruits, persistent dans le mal, prennent de l'argent de l'étranger pour trahir leur pays et font souffrir leurs semblables, et persistent ou s'entêtent dans la pratique des antivaleurs pour que la déconfiture davantage soit un scandale, eh bien, Dieu seul sait leur salaire. Pour nous, l'espoir est permis et cette nation va sortir de cette situation. Dieu a déjà fait sa part. Oui, le destin du Congo est glorieux, mais chacun de nous doit faire sa part. Et quelle est votre part? Journaliste, journaleux,
pasteur, apôtre, oui, cardinal, archevêque, oui, mais même si dans la Bible, il n'y a pas eu d'archevêque. Il n'y a pas le mot archevêque. Et puis, savetier, cordonnier, plombier, maçon, faites chacun sa part et faites du bien pour le Congo. Sinon, vous avez vu, on dit la loi de la nature. L'espoir est permis. À très bientôt. On avait beaucoup de choses à balancer, mais le temps nous fait défaut. Merci Théodore Ngoy, professeur, d'abord docteur en droit, professeur des universités, avocat, également conseil à la Cour pénale internationale. Merci Rassim Bayo, juriste, politique. Merci à Freddy Moulumba, mon confrère, il le demeure, même si il a été remercié de la manière que vous connaissez de la chaîne nationale, des médias publics, et puis il demeure penseur libre, il se bat aux côtés de Charles Onana contre ceux qui reçoivent l'argent de globalistes, Soros, et puis Mo Ibrahim. Il y a beaucoup d'argent qui circule contre le Congo et entre les mains des journalistes. Mais nous allons continuer, même maigrichons, nous allons continuer pour la cause du Congo. À très bientôt.